Bonjour à tous. J'ai travaillé sur cette question dans le cadre d'un doctorat en philosophie, justement, et voilà, j'ai le plaisir de vous en parler maintenant. Donc, dans les situations de la mort provoquée, la question de l'acteur sollicité pour injecter le produit létal, en l'occurrence le médecin, est peu abordée. La plupart du temps, les militants pro-euthanasiques l'ignorent. Certains, en qualifiant abusivement la mort provoquée de soin, en déduisent que le médecin serait un acteur obligé. Au mieux, il se retranche derrière l'instauration d'une clause de conscience qui est censée protéger les réfractaires. Bref, là ne serait pas la question. Il apparaît cependant que justement, il y a là un véritable enjeu juridique, puisque la possibilité légale de l'euthanasie équivaut à une suspension, voire à une suppression de l'interdit de tuer. Le médecin se retrouve investi d'une véritable toute-puissance, régulée par bien peu de freins. Existe-t-il un pouvoir supérieur à celui d'administrer la mort? Dans la pratique, la réaction des professionnels de santé est diverse, à l'image de leur individualité. L'immense majorité des praticiens refusent d'exécuter le geste, qu'ils considèrent comme incompatible avec la déontologie médicale et avec leur éthique personnelle. Cependant, après la dépénalisation, certains médecins ont été amenés à pratiquer le geste, à l'accepter de le faire, malgré parfois des réticences profondes. J'ai ainsi rencontré en Belgique un praticien qui est maintenant à la retraite, qui a pleuré à plusieurs reprises lors de notre entretien, en évoquant une souffrance personnelle intense, mais en ayant choisi délibérément de placer la demande du patient avant son propre vécu. Il a eu des paroles très très fortes quand nous nous sommes rencontrés, disant qu'il avait dû être suivi en thérapie pour l'accompagner lui-même, que c'était une souffrance énorme, qu'il avait failli devenir fou, enfin j'en ai entendu quand même beaucoup. Le médecin devient ici un vrai prestataire de service, puisqu'il exécute un geste qu'il ne souhaite pas lui-même. C'est une position difficile à entendre et difficile en raison de son opposition à l'éthique de responsabilité qui sous-tend et dynamise l'engagement professionnel. D'une manière générale, nombre des médecins euthanasieurs expriment la difficulté du geste, disant ne pouvoir exécuter que quelques gestes par an, c'est-à-dire de manière tout à fait exceptionnelle. Mais pour certains, il y a progressivement une banalisation. Ainsi, le docteur Van Oost, médecin belge qui brandit haut et fort son appartenance catholique, a progressivement élargi sa conception de l'accessibilité à l'administration de la mort. Alors qu'elle était opposée au vote de la loi en Belgique avant 2002, elle va aujourd'hui jusqu'à accepter d'euthanasier une personne âgée pour polypathologie, ce qui en quelque sorte définit la vieillesse, ou porteuse d'une DMLA, une affection qui ne touche que l'organe de la vue et qui n'engage aucunement le pronostic vital. D'une manière générale, ces praticiens qui multiplient les gestes expliquent qu'au fil du temps, le geste devient de plus en plus facile à réaliser. Certains vantent la grandeur de l'acte, je pense dans une farouche volonté de se convaincre eux-mêmes de la pertinence du geste. Il est toujours délicat d'évoquer les conséquences psychiques sur les exécutants. Aucune généralisation n'est pertinente. Chacun agit en fonction de sa personnalité et de son histoire particulière. L'intime conviction se forge à travers son expérience personnelle. Cela étant, l'interdit de tuer est un des piliers de la civilisation. Il se voit reconnaître une valeur archaïque, bien au-delà des prescriptions religieuses. Il impose le respect d'une loi ontologique fondamentale, inscrite au cœur de l'être. Ce tabou, repris par la psychanalyse, ne peut être transgressé sans dommage. La légalisation juridique n'équivaut pas à une libération de la conscience morale. Si le geste euthanasique ne peut en aucun cas être considéré comme un soin, il n'est pas non plus dénué d'impact sur la dimension humaine du praticien. De récentes études concernant les suicides chez les vétérinaires, avec un taux de suicide 4 fois supérieur à la population en moyenne, confirment que la lourdeur du geste euthanasique, qui est fréquent dans cette profession, en est une des causes. Une psychologue belge témoigne de la nécessité, j'ouvre les guillemets, de se rendre compte que l'euthanasie exige du médecin qu'il pratique sur lui-même une déshumanisation temporaire. Je ferme les guillemets.
Ce que le docteur Claire Fourcade exprime d'une manière assez magistrale, j'ouvre les guillemets, « Le médecin en moi mourrait, j'accompagne des vivants qui n'ont que faire d'un médecin qui serait mort à l'intérieur, et qu'elle résume en une formule éloquente, euthanasie, une piqûre, 2 morts. » Outrepasser l'interdit de tuer oblige donc à une forme de clivage pour dépasser la dissonance cognitive induite. Les premiers travaux sur cette notion sont ceux de Léon Festinger. Beaucoup d'autres études depuis ont confirmé les étonnantes capacités de notre cerveau à s'adapter pour pouvoir continuer à pratiquer un geste contraire à notre conscience. Plusieurs mécanismes de défense ont été ainsi décrits. Je n'ai évidemment pas le temps de les développer ici. La tentative de refaire de la congruence se fait en changeant la manière dont on conçoit les choses. Il est ici essentiel de rappeler que chez les praticiens, comme pour la majorité des soignants, il y a un gouffre entre l'acceptation théorique de la mort provoquée et la participation effective au geste. De fait, la plus grande partie des médecins ne sont jamais confrontés à la situation particulière de la fin de vie. Et parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui se disent favorables à l'euthanasie, tout en avouant qu'ils ne connaissent pas les lois réglementant la fin de vie, en particulier les lois Leonetti et Claes-Leonetti. De la même façon, si 70% des médecins canadiens se disaient favorables au moment de l'instauration de la loi, ils sont moins de 2% à accepter de pratiquer le geste depuis que la loi existe. Et contrairement à ce qu'ose prétendre un de nos anciens ministres de la Santé, lui aussi résolument pro-euthanasique, non, les médecins ne s'habituent pas. À l'inverse, plus les praticiens sont impliqués dans la prise en charge des patients en fin de vie, moins ils adhèrent à la notion de mort provoquée. Ce qui revient à dire que plus grande est la connaissance de cette période particulière de la vie, de l'ambivalence de chaque patient, du cheminement partagé. Donc, plus grande est la compétence du médecin en matière de prise en charge, plus l'impossibilité d'administrer la mort est manifeste. La mission soignante est bien celle d'accompagner jusqu'au bout et le contrat de non-abandon essentiel dans l'alliance qui lie le médecin et son patient. Nul ne conteste l'insuffisance actuelle de l'offre palliative, nous en avons beaucoup parlé depuis hier, en termes de moyens de formation de personnel, ce qui signifie que pour une grande partie des patients, il n'y a pas de choix possible, mais aussi qu'un très grand nombre de praticiens à ce jour est dans l'incapacité de prendre en charge convenablement les patients douloureux ou présentant des symptômes complexes. Une solution est alors de pousser la seringue. L'euthanasie pourrait donc être une réponse liée à l'incompétence professionnelle, ou encore à l'éviction d'une situation mal maîtrisée, vécue comme une impuissance culpabilisante. Chaque médecin est aussi un homme, avec son expérience de vie, son histoire personnelle, ses peurs et sa propre angoisse existentielle vis-à-vis de la mort. Surtout, il a été formé pour soigner toujours, mais aussi guérir le plus souvent possible. Et nombre d'entre eux considèrent encore la mort comme un échec, passant de l'acharnement thérapeutique à la volonté d'accélérer le mourir pour ne pas avoir à faire face à cette période délicate. N'oublions pas que les études médicales restent encore à ce jour essentiellement orientées vers le curatif. Curatif par ailleurs valorisé par la société tout entière, qui met en avant la jeunesse, la santé, le dynamisme, et au contraire élude tout ce qui pourrait contrarier ce tableau idyllique. Une volonté de maîtrise érigée en toute puissance et faussement édifiée sur le motif compassionnel, Jacques Ricot nous en parlera sans doute, a pu conduire certains soignants à multiplier des euthanasies sauvages. L'exemple de Christine Malèvre à ce propos est édifiant. Sous le couvert d'une mission de délivrance dont elle se sentait investie, cette ex-infirmière, condamnée pénalement et destituée de sa fonction depuis, a procédé à l'euthanasie de plusieurs malades. Plus généralement, le principe d'une dépénalisation change radicalement la situation. La pression se fait plus forte, émanant des patients, des familles et de la société tout entière, particulièrement si la législation n'a pas prévu de restriction de communication. Surtout, une permission est donnée. Et contrairement à ce qui est ici ou là affirmé, les euthanasies clandestines ne disparaissent pas. Bien au contraire, comme il nous a été rappelé hier, en Belgique, entre 30 et 40% d'euthanasies illicites sont toujours visibles à l'heure actuelle, certaines même à l'insu du patient. Parce que la dépénalisation se fait légitimation.
Et surtout, il n'est pas contestable que la position même du praticien consulté influence directement le patient. Un médecin belge, le docteur Wiffels, rapporte l'absence d'étanchéité entre ses propres valeurs et les décisions du patient. À l'inverse, certains s'arrogent le droit de juger du sens de la vie du patient et leur manière de répondre aux patients demandeurs s'avère déterminante. La relation médicale est une relation privilégiée, une alliance qui sous-entend une confiance, mais pour tous ceux qui ont connu des périodes de maladie, vous savez que dans une phase de vulnérabilité accentuée, il est essentiel de pouvoir s'en remettre à un sachant auquel on accorde notre confiance. D'autant que la compréhension des enjeux dans ces moments-là est toujours partielle. En outre, toute demande de mort ne peut être assimilée à une volonté affirmée. L'ambivalence de chaque patient est extrême en cette période particulièrement troublée et doit être entendue par un médecin qui accepte de l'entendre. De multiples autres difficultés se posent, comme le risque d'injonction de nature économique, le piège de la clause de conscience ou la question des prélèvements d'organes qui constituent des contraintes d'autres ordres. Sur un plan collectif, accorder à un médecin le droit de donner la mort, je mets donner la mort entre guillemets parce que la mort n'est pas possible, la mort n'est pas un don. Ce droit ne fait disparaître de fait la protection due aux plus vulnérables. Le pouvoir du médecin est immense. Il peut décider de l'incurabilité d'une pathologie. C'est ainsi qu'une jeune femme de 23 ans, Chanty Descorté, a été euthanasiée en Belgique l'an dernier pour un état dépressif sévère. Problématique à plus d'un titre, puisque au-delà de l'accélération de la mort de patients présentant des tableaux complexes, il y a un amoindrissement, voire une disparition de la transmission du savoir-faire aux plus jeunes médecins. Quand l'injection létale se substitue à la subtilité d'un accompagnement, l'apprentissage ne peut se faire. Déjà notoirement insuffisante, la qualification des jeunes médecins en soins palliatifs ne pourrait que s'appauvrir. En effet, l'essentiel de la formation médicale s'acquiert par compagnonnage. Un apprentissage de base par l'exemple donné par les médecins expérimentés, puis par la confrontation régulière à des tableaux cliniques complexes, singuliers, qui obligent à une créativité thérapeutique toujours renouvelée. De là découlent les constants progrès médicaux dans le domaine palliatif. Ainsi, l'amélioration de la prise en charge de la douleur est-elle considérable depuis ces 20 dernières années. On peut légitimement se questionner sur l'avenir de ce type de progrès dès lors que serait proposée une réponse unique, selon un protocole standard euthanasique, devant les multiples tableaux de la fin de vie. Si certains pays comme l'Australie interdisent au personnel soignant d'initier une discussion sur l'euthanasie avec le patient, d'autres, comme le Québec, en font une obligation légale. Sans doute peut-on expliquer ainsi que le taux de décès par euthanasie dans cette province canadienne dépasse les 7% à la fin de l'année 2022, soit moins de 7 ans après l'instauration de la loi. La hausse soutenue du nombre d'aides médicales à mourir administrées en 2023 est telle que la Commission sur les soins de fin de vie a jugé bon de faire un rappel important aux médecins, lesquels outrepassent largement les conditions légales, avec une liberté grandissante du texte de loi, de l'interprétation du texte de loi. L'expression euphémisante « aide médicale à mourir », on en a déjà parlé tout à l'heure, a remplacé le terme d'euthanasie qui a été jugé trop violent dans le texte canadien. La spirale inflationniste inéluctable est en route. Peut-être d'ailleurs le vocabulaire employé joue-t-il un rôle facilitant. Selon le psychanalyste Sami Ali, la résonance de nos actions se fait à un double niveau, à la fois dans le registre des affects et dans notre système de pensée. La modification du discours neutralise l'affect, permettant l'adaptation progressive à une certaine manière d'agir dans une forme d'aseptisation. De toute évidence, parler d'aide modifie notablement la perception de l'acte, occultant la crudité du geste euthanasique. L'observation des pays qui autorisent l'euthanasie montre que malgré la petite minorité de praticiens acceptant de réaliser le geste, le nombre d'actes suit une croissance exponentielle. L'affirmation récurrente
une stabilité du nombre d'euthanasies en Belgique est catégoriquement démentie par la lecture des chiffres officiels. Sur 20 ans, pour une augmentation de 10% des décès, la Belgique a enregistré une augmentation de plus de 750% du nombre d'euthanasies. Dans les faits, les gestes à l'initiative, directe ou indirecte, des praticiens se révèlent nombreux. Précisons que moins de 8% des praticiens belges sollicités dans le cadre d'une demande d'euthanasie sont formés aux soins palliatifs, ce qui altère d'emblée leur capacité à proposer aux patients une autre voie. Plus grave encore, une étude de l'Institut bioéthique de Gand, qui a déjà été citée hier par notre confrère belge, a mis en évidence une modification de leur pratique, c'est-à-dire que les médecins en Belgique facilitent les sédations euthanasiantes. C'est-à-dire que ce n'est plus une sédation, ça devient une euthanasie déguisée. On a essayé ce matin de préciser très clairement les distinctions entre euthanasie et sédation, et là, en espèce de flou, avec une sédation euthanasiante. Donc avec un surdosage délibéré en sédatif, et donc un glissement de l'intentionnalité. Alors qu'une sédation bien conduite ne provoque pas la mort. On voit que la suppression du verrou de l'interdit opère pleinement. L'observation dans les pays étrangers de cette inéluctable pente glissante, je crois quand même que nous avons eu assez de témoignages pour l'attester, et inhérente à la loi même, devrait nous interdire d'en faire l'expérience. Je reprendrai une phrase qui a déjà été citée ce matin, mais qui me paraît quand même extrêmement importante. L'éthicien hollandais Theo Bauer: comment les Français auraient-ils la prétention de réussir un encadrement là où tous les autres pays ont échoué? Pour terminer, et dans une perspective plus globale, il me semble impensable de parler de l'implication des médecins sans se soucier de l'état actuel du monde de la santé, qu'il s'agisse de la médecine générale ou des établissements hospitaliers. Fermeture de lits, démission des professionnels se rencontrent aujourd'hui quotidiennement sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons rappelé que la France dispose déjà de plusieurs lois sur la fin de vie, mal connues même par les professionnels de santé, donc évidemment mal appliquées. Pour reprendre et corriger ce qu'a dit Valérie Despates ce matin, c'est que les réanimateurs belges nous envient la loi de 2016 qui permet d'encadrer cette sédation profonde et continue. Donc c'est quand même important de le dire. La loi sur le grand âge, qui a pourtant été largement vidée de toute mesure efficace, en dépit de l'immense accroissement prévisible de la population vieillissante dans les années qui viennent, n'a pas trouvé d'espace pour être discutée. Et on peut se questionner sur l'urgence mise à imposer une loi sur la mort programmée. Doit-elle être rapportée aux économies substantielles qui en découleraient? Il faudra alors cependant entendre la résistance du corps médical, qui ne s'est pas engagé dans cette voie professionnelle pour administrer la mort, mais bien pour apporter du soin. Une résistance qui n'est pas idéologique, mais simplement, profondément humaine. Le choix de changer de secteur d'activité, voire de démissionner, est évoqué par nombre de soignants si une telle loi devait voir le jour. L'autorisation de l'aide au suicide dans des conditions rigoureuses pourrait se présenter comme une réponse à la demande exprimée par notre société de pouvoir choisir sa mort. Elle pourrait respecter à la fois ce désir d'autonomie et une relative protection de la relation de soins, à condition bien sûr d'assurer son articulation avec la prévention du suicide. Rappelons que dans tous les pays qui permettent le suicide assisté, l'euthanasie reste considérée comme un meurtre. Alors, le docteur Pascal Fabre mérite 2 fois nos applaudissements. La première fois pour la qualité et l'engagement de son intervention, et la deuxième fois parce que c'est la première fois depuis hier matin que quelqu'un réussit à ne pas atteindre les 20 minutes. Bravo.